Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, plusieurs camions de moutons vont rallier Dakar dans les prochaines heures. Les récents événements n'auront pas d'impact sur l'approvisionnement en moutons dans la capitale. Le gouverneur de Dakar a effectué une visite dans les différents points de vente de Dakar à une décade de la Tabaski. Examen d'entrée en 6e et du certificat de fin d'études élémentaires, 297 600 candidats enregistrés. Malgré les perturbations des cours, les épreuves se dérouleront sans anicroche dans toutes les régions. Annonce faite par le directeur des examens et concours face à la presse. Dans l'actualité également, le lancement du dialogue du F24. Le fonctionnement de la justice, la question du troisième mandat, entre autres sujets débattus par les participants. Au Sénégal, 2000 enfants naissent chaque année avec la drépanocytose. Le premier défi, c'est la communication selon le directeur de la maladie. Les drépanocytaires souffrent en revanche du coût élevé de la prise en charge, dénonce l'association des malades. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Les récentes manifestations n'auront pas d'impact sur l'approvisionnement en moutons dans la capitale. Plusieurs camions de moutons vont rallier Dakar dans les prochaines heures, affirment les éleveurs et le gouverneur de Dakar. Le besoin est estimé à 260 000 têtes pour la région de Dakar uniquement. Le gouverneur de Dakar a effectué une visite dans les différents points de vente de moutons à une décade de la fête de Tabaski. Alassane Sall assure que la sécurité est bien prise en charge. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Amadou Ba. Plusieurs points de vente de moutons visités par le gouverneur de Dakar. L'objectif, rassurer les vendeurs et les acheteurs. La sécurité est assurée et toutes les commodités constatées d'ores et déjà. Actuellement, des camions sont en attente à l'intérieur du Sénégal, donc au niveau des points d'attente, mais également à la frontière, surtout à la frontière avec le Mali et peut-être même avec la Mauritanie. Et aujourd'hui, les éleveurs, les opérateurs de Dakar se sont engagés à les appeler pour leur demander de venir parce que les conditions sont réunies, particulièrement les conditions sécuritaires. Au niveau de chaque point de vente de moutons normalisé de Dakar, vous y trouverez un dispositif fixe, soit de la police ou alors de la gendarmerie. C'est-à-dire donc que la sécurité est assurée 24 heures sur 24 au niveau de l'ensemble des points de vente de moutons. L'eau est assurée, l'éclairage également et toutes sortes de commodités. Le retard constaté dans l'approvisionnement est causé par les violentes manifestations du début du mois de juin, mais aujourd'hui, nombreux sont les éleveurs qui acheminent leurs moutons dans les points de vente. La sécurité sera assurée ici et toutes les conditions sont réunies. Les éleveurs avaient certes peur parce qu'il y avait des événements. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ils viendront en masse et le marché sera approvisionné en moutons. De Liberté 6 à Rufisque, en passant par Dalifort, le constat est le même. Des policiers et des gendarmes assurent la sécurité. Pour le gouverneur, les personnes et leurs biens seront sécurisés avant d'annoncer que le marché sera bien approvisionné en moutons. Merci Mamadou. L'autre grand titre de cette édition, examen d'entrée en 6e et de certificat de fin d'études élémentaires. Plus de 297 000 candidats enregistrés dans tout le Sénégal. Ces évaluations, vous le savez, sont prévues pour les 21 et 22 juin prochains. Le directeur des examens et concours face à la presse rassure les candidats et leurs parents quant à une bonne tenue des épreuves. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso et Pape Sangouni Mbaye. Cette pile, des copies destinées aux candidats à l'examen du certificat d'études élémentaires et à l'entrée en 6e.
Cette année, les épreuves se tiennent le mercredi 21 et le jeudi 22 juin. À la direction des examens et concours, les préparatifs pour une bonne tenue des examens sont en cours. À la date de ce lundi 19 juin 2023, le nombre total d'inscrits est de 297 621, dont 169 021 filles, soit 56,79% du nombre total de candidats, contre 296 395 en 2022, soit une hausse, donc un écart positif de 1226 candidats. L'ensemble des candidats sont répartis dans 1938 centres. 297 621 candidats recensés sur l'ensemble du territoire national. Les récentes manifestations et l'arrêt des cours répétés dans certaines localités n'a pas beaucoup affecté le quantum horaire. Nous nous sommes basés sur les inspecteurs d'académie pour avoir l'ensemble des informations qui nous permettent de prendre les décisions. Alors, au moment où je vous parle, il n'y a pas de blocage à ce niveau, il n'y a pas de difficultés, ni des difficultés relatives aux infrastructures, ni des difficultés liées, n'est-ce pas, au niveau de progression dans les programmes, nous empêchant de dérouler nos examens correctement. 23 808 surveillants seront déployés dans les 1938 centres d'examen. À la direction des examens et concours, le processus est en cours pour une bonne tenue des évaluations. Et des dispositifs particuliers seront pris pour l'évaluation des candidats vivant avec un handicap. Ils sont 47 cette année. Écoutons à ce propos le directeur des examens, Baba Diassé, avec Aminata Mbaresso. 47 cette année pour le CFE. Alors, ces candidats sont répartis dans les centres suivants. Nous avons à Thiaroye Malick Diop, à Pikine 23B Guédiawaye, à Rufisque Chérif, à Dakar Talibou Dabo, La Lumière, à Saint-Louis Bouli Diaw, à Kaolack Serigne Alioune Cissé, à Ziguinchor Lieutenant Alioune Badara Diallo, à Louga 1, à Thiès à l'INEFJA Idrissa Diop, ce qui fait 47 candidats. Pour ces candidats, il y a un dispositif particulier qui est mis en place. On n'est pas obligé de les mettre dans un seul centre parce qu'ils ne sont pas nombreux. On les met dans un centre, mais avec un dispositif particulier, avec un équipement particulier, avec un personnel particulier, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a d'abord la transcription en braille que nous faisons ici à la direction des examens et concours pour les candidats malvoyants, du moins non-voyants, et pour les candidats malvoyants, on augmente la taille de la police pour leur permettre de lire. Dans tous les cas, ils sont pris en charge correctement, n'est-ce pas, pendant toute la durée des examens. Et il n'y a pas de différence d'épreuves. Ce sont les mêmes épreuves, vous voyez, qui sont transcrites en braille. Alors, pour les résultats aussi, ces candidats font d'excellents résultats. Eux l'ont encore très amer, les travailleurs du centre universitaire du centre des œuvres universitaires de Dakar. L'intersyndicale des travailleurs invite l'État à renforcer davantage la sécurité à l'université. La mise à sac du campus social est inacceptable, tonnent les travailleurs face à la presse. Leur porte-parole Alioune Faye. Incendier tout le parc automobile du COUD, y compris 9 bus, 14 véhicules particuliers. Et aujourd'hui, la situation est tellement préoccupante que les travailleurs ne savent plus comment quitter leur maison pour venir travailler au COUD et rentrer encore. Et il y a aussi les bureaux qui ont été incendiés, saccagés, incendiés, y compris les bureaux de l'autorité. Ces agents qui ont brûlé, détruit les bureaux, s'ils avaient trouvé des personnes dans les bureaux, ils allaient les brûler. Et ça, c'est inconcevable. Et encore une fois, on dit aux travailleurs qu'ils soient tranquilles. Parce que pour qu'il y ait l'ouverture, il faut que ces conditions que nous avons demandées soient remplies. Donc, d'ici quelques mois, on n'envisage aucune ouverture, on n'envisage aucune reprise des activités administratives. Parce que puisque le conseil académique continue les cours en ligne, nous devons nous en profiter pour refaire notre campus. Quand
la quiétude, la sécurité est en péril, on ne peut plus parler de franchise universitaire. Il s'agit de sauver des vies humaines. À chaque fois qu'il le faut, la police doit entrer pour rétablir l'ordre dans le campus. C'est ça notre position. En politique, cette fois, c'est parti. Le F24 a réussi à lancer son dialogue national. Au menu des échanges, la question du troisième mandat et le fonctionnement de la justice sénégalaise. Plusieurs actions sont également prévues, nous dit-on, d'ici la fin de ce mois. Compte rendu de la conférence de presse, Fatou Bintou Conté et Pape Sangouni Mbaye. L'intéressant du gouvernement sur les questions d'actualité n'est pas du goût du F24 qui estime que l'État du Sénégal, au lieu d'éclairer la lanterne des Sénégalais, nous servent des contre-vérités. Ces ministres-là, au lieu d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce que tout le monde a vu, à savoir des nervis armés, conduits par des véhicules dont on connaît le point de départ, au lieu d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur les nombreux morts par balles réelles, ces ministres-là se sont mis à épiloguer sur des forces occultes. Nous avons constaté lors des émeutes passées ce mouvement de contestation compte saisir les juridictions régionales et internationales, en l'occurrence la CPI. Ce n'est pas par perte de profit que toutes ces vies humaines vont être passées. Parce que justement, le Sénégal a des obligations à respecter. Le Sénégal doit respecter ses engagements qui interdisent la torture, qui interdisent l'utilisation des armes à feu contre des manifestants innocents. Et ces interdictions-là ont été violées allègrement par le gouvernement du Sénégal. La CPI sera saisie à cette occasion parce que des crimes contre l'humanité ont été commis au Sénégal. Selon dit, le 24 lance un dialogue du peuple axé sur 2 points, la justice à 2 vitesses et le troisième mandat. À partir de ce lundi, il y aura le dialogue du peuple dans les 2 thématiques qui sont choisies et qui constituent la première phase du dialogue, à savoir 1. le troisième mandat qui constitue un coup d'État constitutionnel et 2. La justice à 2 vitesses. Tine aussi la coupure de Walf, le blocus autour de la demeure de Ousmane Sonko. Ce mouvement demande aux Sénégalais de s'habiller en blanc ce 23 juin. Pour réclamer la libération de tous les détenus, pour réclamer que tous ceux qui sont privés de liberté puissent passer la Tabaski chez eux, pour réclamer que la coupure de Walfadjri soit restituée, le signal soit restitué, pour réclamer que le blocus soit levé, pour réclamer et montrer à Macky Sall que nous sommes contre cette gouvernance violente, nous appelons les populations à célébrer le 23 juin d'une manière inédite. À savoir que ce jour-là, tout le monde, tous les Sénégalais se mettent en boubou blanc et brandissent la couleur blanche partout. Le 14 juillet prochain, le F24 compte organiser une manifestation inédite pour dire non à l'injustice au Sénégal. Et au Sénégal, la presse est en colère. La coordination des associations de presse, à travers une édito intitulée « Face aux monstres, vivre ou périr », sonne la mobilisation dans le secteur des médias pour le respect de la liberté de la presse. Voyons tout cela avec Mambiram Diouf. Que la force collective et unitaire d'une corporation dont le rayonnement et l'autonomie sont indispensables à la démocratie et à l'état de droit, un vibrant appel à l'endroit de la presse sénégalaise dont l'exercice quotidien du traitement de ce que doit être l'information et tout le prestige qu'il revêt souffre d'une absence de liberté. Liberté d'abord personnelle du journaliste parce que prisonnier du monstre de ses malheurs jusqu'à faire de l'autocensure car il y a des emprisonnements ciblés de journalistes. Dans un cadre plus général, la CAP sonne l'heure du choix pour tous les journalistes sénégalais qui tiennent encore à leur dignité et qui pensent avec raison que leur indépendance aussi éditoriale est incompatible avec la compromission. D'une critique constructive d'une corporation à la libération des forces afin de densifier la lutte pour le respect de nos droits fondamentaux avec les moyens légaux à notre disposition. La coordination des associations de presse en empruntant un ton satirique via cette démarche tense aussi nos cadres syndicaux. Leur inaction face aux agressions violentes et répétées
contre le groupe Walfadjri, dont la coupure du signal télé pour 30 jours est endossée par le ministre de tutelle. Haro sur les menaces que subissent les journalistes, si la carte nationale de presse, élément distinctif des membres de la corporation, a commencé à devenir une arme au service des oppresseurs de la presse, l'heure est à la mobilisation, à l'engagement, à l'organisation, à l'action, et la CAP croit possible de faire reculer le monstre de nos malheurs, sinon nous disparaîtrons. Et le ministre de tutelle, Maître Moussa Bocar Thiam, se dit ouvert au dialogue pour dépasser cette situation. L'actualité, c'est aussi cette subtilisation de 20 tonnes de cyanure, le conteneur détourné lors de son transport vers le site d'exploitation aurifère de Sabadola. Aussi inimaginable que cela puisse paraître, le conteneur aurait été soustrait d'un convoi de 8 camions à 42 km de Kédougou. Quelques suspects ont été arrêtés par la gendarmerie nationale qui mène l'enquête. Tension sociale à la SN La Poste. Les négociations entre la direction générale et le syndicat de La Poste vont démarrer ce mardi. Le sort de plus de 1600 agents est engagé, annonce faite à l'occasion d'une signature de convention entre la société et la Société nationale Dakar Demdik. Écoutons Mohamed Djaïté au micro de Amadou Ba. Dans le cadre de ce départ négocié, nous avons conçu un projet que nous avons soumis à l'appréciation des représentants syndicaux. Les syndicats ont fini d'analyser notre projet et nous allons commencer les négociations avec les représentants des syndicats déjà demain. Le mardi 20, nous commencerons les négociations avec les syndicats pour finaliser ce projet de départ volontaire à la Poste. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, la Poste a besoin de se rationaliser, autant en termes d'amélioration des performances, mais autant en termes également de charges dont il faut réduire pour que la Poste puisse retrouver ses marques de performance réelles. Le nombre de départ n'est pas fixe, ça fait partie des modalités à discuter avec les syndicats. Mais les projections de la direction générale tournent autour de 1600 à 1700 agents et cadres réunis pour une période de 5 ans. En plus d'être malades, les drépanocytaires souffrent du coût élevé de la prise en charge de la maladie. Ce 19 juin marque la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, journée organisée par l'association au centre de transfusion sanguine en présence de la tutelle Alassane Ba Diafaraba. Seynabou Diouf ne donne pas l'impression de vivre des moments extrêmement difficiles, douloureux dans sa vie. Une vie où elle devra faire avec les caprices de la drépanocytose, cette maladie qui ne cesse de créer la psychose chez les patients et leurs proches. Je ne peux pas expliquer nit ki ba mu comprendre, mais maintenant trop. On ne peut pas tout dire. Tout ce qu'on dit de drépano, ça reste quelque chose. SS, nous sommes tous des SS ici. C'est la forme plus difficile et dure et coûteuse. Au-delà de vivre difficilement cette maladie, ils sont confrontés à un problème de prise en charge. Le président de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose ne cache pas sa déception à l'endroit des autorités du ministère de la Santé. Les maux sont multiples et ils sont laissés à eux-mêmes. De souffrance, de galère, 20 ans aussi d'une solitude vécue avec nos familles, notre maladie. 20 ans où on est dans l'attente toujours d'une politique de santé qui peut créer un déclic dans nos vies. 20 ans de cherté des médicaments, des coûts d'hospitalisation, mais aussi et surtout 20 ans d'inexistence de programmes capables de pouvoir aider les malades drépanocytaires. Il n'y a pas de prise en charge, on se débrouille, parce que la prise en charge est très chère, cette maladie coûte cher. Les soins coûtent cher, les analyses, tout coûte cher quand on parle de la drépanocytose. Il n'y a pas de gratuité chez nous, tout coûte cher. Pire, aucune donnée disponible sur cette maladie sur le plan national. Parce que le problème qui se pose, c'est que tant qu'on n'a pas ces maîtrises de données, on ne peut pas savoir comment agir et quel levier il faut activer. Et pour activer les leviers, il faut que les gens comprennent où se trouve la préoccupation ou bien les préoccupations liées à la maladie. L'association a profité de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose
pour inaugurer son nouveau siège, le siège Koumba Cissé au Centre national de transfusion sanguine. Le thème de cette édition, le dépistage précoce de la drépanocytose pour une meilleure prise en charge. Et selon le directeur de la maladie, une subvention de 200 millions de francs CFA est envisagée pour soulager les malades. Le docteur Mamadou Moustapha Diop renseigne que l'État a déjà lancé un plan d'accélération de la lutte contre les maladies non transmissibles qui intègrent la drépanocytose. Nous l'écoutons. Que malgré tous ces efforts qui sont quand même importants faits par l'État, qu'il y a encore des défis. Le premier défi, c'est la communication, parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie certes connue très bien par les agents de santé, mais très peu connue par la population. Mais c'est également le défi lié en tout cas au diagnostic précoce, mais également à la prise en charge en tout cas adéquate dans tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Alors nous sommes conscients de ces défis, c'est pourquoi le ministère de la Santé a pris l'initiative d'abord d'intégrer la drépanocytose dans les maladies non transmissibles par rapport à la définition de l'OMS. Mais également, nous avons un plan d'accélération dans lequel plan, en tout cas, la drépanocytose occupe une bonne place. L'État du Sénégal, quand même, a pris l'initiative de renforcer la subvention liée par rapport aux maladies non transmissibles, qui est passée de 300 millions à 500 millions. Et nous, en tout cas, nous avons la volonté de proposer à Mme la ministre que les 200 millions supplémentaires puissent en tout cas servir à accompagner, à soulager la souffrance des malades, rien qu'en subventionnant un certain nombre de médicaments. La drépanocytose fait partie des maladies pour lesquelles nous n'avons pas encore objectivement de chiffres, mais l'information que je voulais donner, c'est que le ministère de la Santé prépare ce qu'on appelle l'enquête STEP. Et l'une des particularités de cette enquête de 2023, c'est l'intégration des maladies comme la drépano. Nous allons avoir la possibilité d'avoir des données objectives, non seulement au niveau national, mais également au niveau des agrégés. Retenir que sur une cohorte de 7000 drépanocytaires, quelques 2000 enfants naissent avec la maladie. Dans l'actualité de la santé toujours, les anesthésistes réanimateurs réclament des indemnités et frais de mémoire. Face à la presse, les étudiants en master réclament de meilleures conditions de travail. Leur porte-parole Marcel Abdoufaï avec Fatou Bintou Conté. En fait, c'est qu'on nous paye nos pécules de formation, qu'on nous donne s'il y a nos bourses de formation et aussi qu'on nous paye nos frais de mémoire. Si cela n'est pas fait, nous donnons un petit peu d'ici la fin du mois de juillet. Si rien n'est fait, nous allons regagner nos postes d'antan et rester jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Maintenant à Louga pour parler assainissement, l'ONAS a lancé un programme d'extension du réseau. Dans ces localités, les travaux de la première phase ont démarré pour une linéaire de 5,4 km. Pour le directeur général, l'objectif est d'améliorer le taux d'accès dans la capitale du Niambour de l'ONAS et permettre dans un premier temps à plus de 200 ménages d'accéder à ce service. Mamour Diallo était à Louga lors d'une visite de ces installations thermophales. Les travaux d'extension du réseau d'assainissement ont été lancés il y a quelques jours à Louga. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un programme que l'ONAS a initié pour améliorer le taux d'accès dans la capitale du Niambour. Dans le cadre des moyens qui nous ont été alloués dans le budget de l'ONAS, notamment au niveau du BCI, nous avons décidé de procéder un peu à l'extension du réseau au niveau de Louga pour un peu appuyer le travail qui a été fait dans le cadre des 10 villes. C'est ainsi que nous sommes ici dans le quartier Montagne et nous avons décidé de procéder donc à l'extension de ce réseau dans ces quartiers-là, notamment Montagne, Artillerie un peu, les quartiers de Djémène, Bayar, ici Gadegui, etc. Cette première phase, qui va toucher plus de 200 ménages, permettra de réduire considérablement les problèmes d'insalubrité et les risques sanitaires auxquels les résidents des quartiers nord de Louga sont confrontés. Pour une première phase de 4 km 400. Et ce réseau va impacter plus de 200 ménages. Et il y aura une station de pompage qui sera également construite ici, dans le quartier de Algérie, pour permettre un peu d'évacuer rapidement ces eaux. En plus de ces travaux, Louga a également reçu un camion hydrocureur flambant neuf. Depuis 3 ans ou 4 ans, Louga aussi souffrait vraiment d'une difficulté. Laquelle difficulté est la suivante, c'est la dotation d'un camion hydrocureur. Et ça, nous en avons fait vraiment une doléance, nous l'avons soumis ici à l'autorité. Et aujourd'hui, vraiment à notre grand plaisir,
Vraiment, l'État, vraiment, à travers l'ONAS maintenant, nous a doté d'un camion éducateur. Donc, vraiment, l'une de nos principales difficultés a été résolue aujourd'hui. Le directeur général de l'ONAS a également mis à la disposition de ses agents à Louga un lot de matériel et des équipements destinés à la prévention et à la gestion des inondations. Mamour Diallo était dans la capitale du Ndiambour dans le cadre des préparatifs de l'hivernage. Agriculture. Dans le nord, les producteurs de riz, les producteurs rizicoles attendent toujours la subvention des 32 francs sur le riz paddy annoncé par le gouverneur depuis février 2022. Actuellement, la récolte a démarré dans cette partie du pays, mais les transformateurs du riz paddy refusent de s'engager et attendent le paiement intégral de cette subvention promise. Explication Ousseynou Diop. 2022, les producteurs et transformateurs du riz paddy attendent le paiement intégral de la subvention du riz paddy fixée à 32 francs CFA, ce qui perturbe la récolte de la campagne de contre-saison chaude. Il y a une inquiétude énorme, aussi bien au niveau des producteurs qui sont en train de récolter, mais aussi les agro-industriels qui ne peuvent pas s'engager dans cette nouvelle campagne de contre-saison parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans leur fonds. Pour ces producteurs, certains responsables d'usines de transformation du riz paddy refusent de s'engager pour la campagne en cours. D'autres également subissent les conséquences du retard de paiement des subventions. Ça a vraiment fait des efforts considérables, et même sur l'engrais aussi. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on règle ce problème de la subvention parce que quand même, il y va de la survie de certaines entreprises. Selon les acteurs de la filière riz, seul le gouvernement peut décanter actuellement cette situation dans la vallée du fleuve Sénégal. Selon eux, beaucoup rencontrent d'énormes difficultés depuis plusieurs mois. Notre appel au président de la République, au ministère des Finances, au ministère de l'Agriculture, au ministère du Commerce. Des entreprises n'ont pas encore payé leur salaire, des entreprises ont des intérêts à la banque qui continuent de grever. Et tout cela réuni font que la prochaine... Les producteurs interpellent les autorités gouvernementales pour le paiement de la subvention de 32 francs CFA. Avec le ciel qui risque d'ouvrir ses vannes dans le nord du pays, beaucoup de producteurs craignent des perturbations pour la campagne en cours et celle qui doit démarrer dans les jours à venir. Merci Ousseynou. Et puis un mot de sport en football, des scores fleuves qui intriguent. À Diourbel, la dernière journée du championnat régional senior laisse planer des soupçons de fraude. La Ligue régionale s'est saisie de ces différents cas. Voyons tout cela avec Babacar Diouf. Les scores sont si importants qu'ils relèvent la curiosité de tous. 27-0 contre l'UADB. Wogin a pulvérisé les étudiants de Bombay. Dans l'autre manche, Ndayan met 17 buts dans le camp de Medinatoul. Dans toute la région de Diourbel, c'est l'indignation totale. De tels scores ne s'expliquent pas, d'autant plus qu'ils ont été enregistrés en un mi-temps. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est ce que veut savoir la Ligue régionale de football qui s'est saisie de l'affaire pour la tirer au clair. Depuis hier dimanche, les auditions se poursuivent. Tous ceux qui sont susceptibles d'éclairer la lanterne des dirigeants du football sont entendus. Des auditions qui devraient prendre fin cet après-midi, selon le vice-président de la Ligue régionale de football. Joint au téléphone, Eli Birahim Fall promet de revenir sur les conclusions et la décision finale prise sur cette affaire qui défraie la chronique à Diourbel. C'est d'ailleurs ce même secret de l'instruction qui empêche les dirigeants des équipes incriminées de se pencher sur la question. Toutefois, As Malik Diop, manager général de l'AS Wogin, écarte toute forme de combine ou de calcul. On nous a ouvert des camps, nous avons marqué autant de buts que nous pouvons. Qu'en est-il vraiment? Peut-être l'enquête ouverte par la Ligue nous en dira plus. Merci Babacar, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue, soir d'info, la suite avec Binta Diallo et son invité ce soir. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.